Donc, la prochaine conférence, ça va être avec M. Raphaël Stateman, qui est le fondateur et le président de Cohérence 45, qui va venir nous parler comment croître avec moins d'efforts de vente. Merci. Juste avant de commencer, juste pour avoir un peu le pouls de la salle, qui ici a fondé une entreprise il y a moins d'une année? Moins de 3 ans? 5 ans? Plus que 5 ans. Parfait. Plus que 5 ans. Bravo. OK. Hop. Donc, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Raphaël Steinman. J'ai 40 ans. Je suis entrepreneur depuis 20 ans. Dans ma vie, j'ai cofondé deux entreprises techno, dont j'ai fait des exits la dernière récemment. Mes entreprises œuvraient au Québec, œuvraient au Canada et, dans certains cas, avaient même jusqu'à 50% de leurs revenus qui venaient des États-Unis. À prime abord, mes entreprises servaient les PME, les grandes entreprises, et dans le secteur traditionnel et les technologies. Fait que ce que je vous propose qu'on discute aujourd'hui, c'est de mes deux grandes frustrations comme entrepreneur. La première, les ventes, c'est un mal nécessaire. La deuxième, les ventes, c'est un frein pour de nombreuses compagnies québécoises. Moi, je trouve qu'au Québec, on est incroyablement créatif. Puis souvent, tout ce qui manque, c'est juste la petite étincelle pour augmenter les ventes, pour vraiment permettre aux entreprises de croître. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'avec le temps qu'on a ensemble, je vous parle un petit peu de mes constats qui amènent à ma frustration avec les ventes. Puis je peux vous parler aussi de ce que moi je vois comme l'avenir des ventes. Pour ceux qui sont peut-être allés un peu sur l'Internet pour voir qui je suis en avance, vous avez peut-être vu que j'ai fondé une nouvelle entreprise il y a 1 an qui a comme objectif d'adresser exactement ça, comment accélérer les ventes de façon beaucoup plus simple, puis en utilisant les nouvelles technologies, puis les nouvelles façons de faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. J'ai un petit peu de matériel à passer, mais à la fin, je me rassure qu'on a vraiment du temps pour qu'on puisse discuter. Donc, juste pour commencer, à main levée, qui aime ses clients? En général, on part une entreprise parce qu'on aime nos clients, on veut les servir, on veut leur bien. Maintenant, qui aime ses clients et adore l'acte de vente? Un petit peu moins. Il y en a quand même. On se lève le matin, puis ce qui nous réveille, c'est qu'on va aller closer nos deals. Puis maintenant, qui aime ses clients et adorerait les servir, mais sans l'acte de vente? Genre, ça serait super simple si nos clients comprenaient du premier coup qu'est-ce qu'on fait et qu'ils nous passaient des commandes, puis après, on pourrait déduire toute notre énergie à presque pas vendre, mais surtout les servir, les accompagner, puis leur livrer nos services. Ça, il y en a beaucoup. Donc, on voit que l'entrepreneur, c'est pas un vendeur. L'esprit de l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui crée, c'est quelqu'un qui sert, et c'est quelqu'un qui essaie de créer de la valeur. Je ne dis pas qu'un vendeur n'essaie pas de créer la valeur, mais il n'y a pas la vente dans l'esprit d'entrepreneur à la base. Donc, je vais vous parler de ma première grande frustration. Les ventes, c'est un espèce de passage obligatoire à la croissance. Donc, comme certains d'entre vous, il y a très longtemps, il y a 20 ans, j'ai démarré ma première entreprise, puis c'était littéralement dans mon garde-robe. De fil en aiguille, on construit notre produit, nos services. Par chance, il y a un client qui nous donne notre première opportunité. On continue à travailler fort, on peaufine notre offre. On découvre qu'est-ce que c'est la rentabilité, puis on se rend compte qu'il faut augmenter nos prix. On continue. Puis il vient un moment donné où on a une espèce d'équilibre. C'est-à-dire, on a une espèce de pied dans le développement des affaires. On y va un peu à tâtons parce qu'on a appris qu'est-ce qui ne marchait pas par essai-erreur. Puis on a aussi un pied dans les opérations. Puis un peu le secret, c'est de faire assez de développement des affaires pour générer assez d'opérations, d'avoir quand même une semaine, si possible, moins de 60 heures. Et souvent, on se dégage un peu de capacité, puis on engage des gens pour venir nous aider. En général, les PME, les premiers employés sont des employés qui sont dans les opérations pour permettre à l'entrepreneur d'essayer d'augmenter ses revenus pour faire croître l'entreprise. Moi, c'est ce que j'ai fait. Il y a un moment donné, par contre, c'est cette espèce d'équilibre entre les deux. Moi, j'appelle ça la sensation de l'élastique. C'est qu'à un moment donné, on se fait tirer, on a un pied dans les opérations, un pied dans les ventes, un pied dans les opérations, un pied dans les ventes, de nouveaux employés, encore plus de ventes, encore plus d'opérations. Puis là, on se retrouve dans un point où on dit, OK, comment je fais pour croître? En fait, l'entreprise n'est aussi grosse que moi. J'aimerais ça qu'elle soit beaucoup plus grande que moi. Fait que, comme tout entrepreneur,
qu'à la base, on n'est pas des vendeurs, donc on découvre les livres de vente. Donc moi, j'ai lu à peu près tous les livres de vente qui existent, ou probablement encore que je n'ai pas encore lu, mais j'en ai lu vraiment des milliers. On découvre aussi les 36 000 méthodologies de vente qui nous promettent, exécute ces 5 étapes-ci, fais ci, fais ça, puis tu vas avoir des résultats. Il y en a plusieurs qui fonctionnent. Et c'est ça. Et notre entourage, puis souvent c'est les comptables, les avocats, ils disent « Raphaël, c'est super simple. La prochaine étape, ça te prend un vendeur. » Donc, OK, ça nous prend un vendeur. Donc, on commence à travailler avec eux. Moi, j'ai eu 2 grandes initiatives dans ma vie, surtout dans ma vingtaine, pour essayer de créer des équipes de vente. J'ai eu du succès. J'ai quand même eu de la croissance. J'ai travaillé très fort. Mais si on se rappelle l'idée de l'élastique, mon but premier d'avoir une équipe de vente, c'était pour détendre l'élastique, pour pouvoir me dire, j'ai une équipe de vente qui s'occupe des ventes. Moi, je peux dédier beaucoup plus de temps aux opérations ou peut-être même à la stratégie. Genre prendre le lundi pour réfléchir à l'avenir de ma compagnie, ce genre de choses, pas être pris par des feux. Mon constat, c'est que dans les 2 cas, c'était l'inverse. J'avais une super équipe de vente, on avait des projets à n'en plus finir, il fallait livrer des projets à n'en plus finir, sauf que j'avais remplacé mon développement des affaires par séances de coaching, revue de pipeline, soumission, aide aux signatures, les aider pour closer. Les vendeurs qui, eux, n'ont pas encore leur quota et qui ont peur de ne pas avoir leur commission. Donc, moi, je dois les aider pour s'assurer qu'ils aient leur commission pour pas qu'ils désespèrent et qu'ils quittent pour quelqu'un d'autre. Donc, en fait, l'élastique était toujours tendu. C'était vraiment ça à la fin de ma vingtaine, c'était la sensation que j'avais. J'avais des belles business, mais je pédalais aussi fort, puis je ne voyais pas un peu comment agencer un peu mes efforts, puis dire, j'aimerais avoir des entreprises qui croient, mais j'aimerais aussi qu'elles soient plus grandes que moi. J'avais toujours la sensation que j'avais juste créé une étage en dessous de moi, mais c'était encore moi l'élastique qu'on étirait. Alors, j'ai commencé à réfléchir à, c'est quoi la cause de cet état-là? J'appelle ça l'approche traditionnelle des ventes. C'est ce que moi j'ai lu, c'est probablement dans tous les livres que vous avez lu quelque chose de similaire. Donc la première étape, c'est, on apprend que ça prend une structure. Donc la structure, c'est, tu crées un exécutif qui crée, cette année, je souhaite doubler mes ventes. Cette année, je veux être plus profitable. Cette année, des grands thèmes qu'on essaie de faire. Il y a une autre structure en dessous qui est, appelons ça les structures de commandement. C'est-à-dire, on s'occupe des vendeurs, on s'assure que la mission qu'on se donne, on est capable d'en faire un plan. Souvent, l'entrepreneur, au début, dans les plus petites organisations, on joue les 2 rôles. Mais de temps en temps, quand on grossit un peu, on a des gens, des bras droits sur qui on peut s'appuyer, qui, eux, vont essayer de gérer le journalier. Puis finalement, on a l'étage du bas, les vendeurs, qui, eux, c'est vraiment les soldats, d'où les belles métaphores de guerre et les ventes. C'est toujours un peu le même parallèle. Les soldats sur la route qui vont essayer de créer du revenu. Ce qu'on apprend aussi, ou ce que j'ai constaté, c'est le fameux 80-20. Donc, dans les livres, on apprend que, ou dans la théorie, on dit, il va toujours avoir 20 de vos vendeurs qui vont générer 80 de vos revenus à plus petite échelle. 20 de vos efforts vont générer 80 de vos revenus. Puis le reste du 80 des efforts, c'est brûler. C'est l'exercice brûlé. Puis finalement, si on regarde un peu comment l'information, comment la structure d'information intellectuelle ou le mandat dans le modèle traditionnel des ventes, c'est vraiment ce que j'appelle du top-down. On donne des objectifs, on donne des quotas, on exige de l'exécution des vendeurs, puis surtout, il faut qu'ils restent persévérants. Puis on fait tout ce qu'on peut pour les aider à rester persévérants. Il ne faut surtout pas qu'ils se découragent, parce que s'ils se découragent, ils quittent. Puis un vendeur, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'avais des cycles de vente qui étaient de 6 mois à 1 an et demi. Donc, je pouvais seulement découvrir si réellement un vendeur était bon après 1 an et demi. Donc, au bout du 12e mois, quand il commence à être découragé parce qu'il n'y a pas encore de vente, puis ça fait 6 mois que tu dis « Inquiète-toi pas, les cycles de vente sont plus longs, ça devrait venir, inquiète-toi pas ». La persévérance personnelle et la persévérance du vendeur, c'est c'est un peu le nerf de la guerre. Maintenant, comme entrepreneur, qu'est-ce qu'on a une fois qu'on a tout mis en place? Notre structure, on a notre pyramide avec les commandes, on a notre équipe de superstars qui génère 80% de notre business, on a notre modèle, on a les quotas, on a trouvé tout le sweet spot, j'ai mes quotas, je suis capable de dire combien de deals qu'ils vont faire, je connais les efforts, puis j'ai mon fouet, puis j'ai ma cadence, puis tout le monde travaille fort, puis moi aussi, puis ça va bien. Qu'est-ce qu'on a
comme outil, comme filet de sécurité? Qu'est-ce qu'on a qui nous donne, quand un vendeur quitte, qu'on est capable de faire nos projections? Moi, si je l'appelle le mythique funnel de vente. Donc, dans toute présentation de vente, ça prend un funnel. Le voici. Donc, si on regarde le funnel, comment ça fonctionne, un funnel? Un funnel, c'est très simple. Vous le savez tous. On met des opportunités en haut. On fait tout ce qu'on a à faire comme effort pour faire circuler les opportunités en bas. Puis si on est chanceux, ben, il y a du revenu qui tombe en bas. Un funnel, la façon que c'est décortiqué, c'est des étapes. Donc, c'est une série d'étapes qui est lead generation, cold call, ça peut être signature, faire des cotations, des prix, ça peut être des appels de suivi, ça peut être du closing, visite en personne, peu importe. Chaque business va avoir sa séquence d'étapes. Chaque méthode qu'on a lue dans tous les milliers de livres va avoir une séquence d'étapes avec des critères. Mais la base, c'est toujours la même chose. Une étape, un skill set, une compétence. Une étape, une méthodologie. Voici comment on va aller chercher nos leads. Marketing par email. Voici comment on va aller les attraper pour les qualifier. Voici comment on va leur donner des prix. Voici la série de conversations qu'on doit avoir avec notre client pour ensuite peut-être qu'il nous demande une soumission, puis peut-être qu'on puisse le closer. Après ça, il y a la structure. Mais comme je l'ai dit tantôt, il y a la structure de l'équipe, c'est très skill set driven. C'est-à-dire pour chaque étape, chaque compétence. Dans une plus petite organisation, des fois, il y a des personnes qui vont avoir plusieurs rôles, mais c'est toujours le cas. Souvent, les gens un peu plus seniors qui sont bons pour faire des prix, closer des deals, ils sont peut-être moins efficaces dans le cold calling ou les suivis, puis à l'inverse. Les plus jeunes, des fois, sont un peu plus efficaces dans les premières étapes. Donc, on a nos équipes. Puis finalement, pour la croissance, alors c'est quelque chose, moi, que j'ai vécu énormément. Pour la croissance, on se retrouve avec, bien, c'est simple, tu as une équipe, tu as un funnel, tu as tes étapes, tu crées des ventes. Alors, tout ce que tu as à faire, c'est tu grossis ton équipe. Tu grossis ton équipe, tu auras un plus gros funnel, tu auras plus de ventes, tu vas pousser plus fort, tu vas avoir plusieurs étapes, tu vas les segmenter, puis la machine continue. À un moment donné, on a l'impression, moi j'avais l'impression que j'avais créé une espèce de bête. J'avais créé une espèce de bête que j'avais pris 1 an et demi, 2 ans à former des vendeurs, j'ai pris 1 an et demi, 2 ans à créer toute une structure, puis il s'agit que pour une raison X, le marché change ou des offres changent. En fait, je me mettais à closer des deals, pas pour croître, je closais des deals pour nourrir ma bête, pour m'assurer que mes vendeurs restent, qu'il y ait assez à manger, qu'ils ne s'en aillent pas, parce que ça faisait 1 an et demi que j'ai investi dedans, donc j'avais besoin d'au moins un autre 1 an et demi pour avoir ma rentabilité. Donc, je m'étais vraiment créé une bête. Maintenant, le défi quand on a une bête, bien, c'est toujours dans les aléas de la vie. Donc, moi, j'avais 3 aléas, puis sûrement vous avez les mêmes. Cash flow, comment on fait la paye du mois prochain. La fin de quart n'est pas tout à fait comme on l'avait prévu. Est-ce que ça résonne chez vous? Et le troisième, ça, je ne vous le souhaite pas. Moi, ça m'est arrivé. Votre banquier, vos investisseurs vous appellent et vous dit que les projections que vous lui avez données, soit pour vos marges, vos prêts, le financement, vous ne rencontrez plus les ratios. Alors, peut-être qu'il va aller couper la marge, diminuer l'investissement. En fait, tout votre plan de match s'écroule. Moi, c'est quelque chose qui me parlait beaucoup ou qui m'est arrivé. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Comme entrepreneur, qu'est-ce que vous faites dans ces scénarios-là? Moi, ce que je faisais, c'était, j'appelais ça presser le citron. En gros, on prend notre entonnoir, on prend nos équipes, puis on presse le plus fort qu'on peut. On extrait tout le jus de l'entonnoir, toute la capacité de commercial qu'on a, on essaie de l'extraire pour subvenir à un événement qui est complètement externe à nous. Donc, vers 30 ans, j'en avais assez. Je me disais que je voulais avoir une belle entreprise, je voulais en vivre, je voulais être indépendant, j'étais à l'aise. Au contraire, je pédalais comme un fou. Le presse-citron, c'était la source de... c'était la source de mes montagnes russes. Donc, tu sais, nos fins de quart, nos montagnes, c'était la source de ma dépendance. J'étais devenu complètement dépendant de mes vendeurs. J'avais des vendeurs qui me demandaient des choses. Qui ici, alors je ne sais pas s'il y en a qui ont des vendeurs dans leurs équipes. Donc, un jour, je ne vous le souhaite jamais, mais moi, ça m'est arrivé, il y a un vendeur qui ne fait pas ses quotas, qui est techniquement très bon et qui vient m'expliquer qu'il ne rencontrera pas ses quotas pour une espèce de raison toujours externe à lui et qui me dit que si je ne lui donne pas ses commissions, il va être forcé d'aller ailleurs.
ce genre de dépendance-là aux vendeurs où tu écris une belle boîte, puis là, tu n'es plus en train de croître, tu es en train d'essayer de nourrir tes vendeurs puis les garder en vie. Donc, à 30 ans, je me suis dit, ça me prend une nouvelle façon. Je ne suis plus capable de continuer comme ça. Je vous le dis tout de suite, ce que je propose, ou ce que moi j'ai vécu, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui l'ont vécu. Il y en a aussi qui ont créé des super belles business avec des machines de guerre exactement telles que j'ai décrites. Ce qui est le fun en entrepreneuriat, c'est qu'il y a plusieurs options. Il n'y a pas une solution, il y a des solutions. L'art, c'est de trouver la solution qui marche avec nous. Donc, je devais trouver une autre solution. Et fait que pour la suite, ce que je vous demande, c'est juste deux choses. Considérez qu'il n'y a aucune contrainte technique. Juste pour le bien exercice, aucune contrainte technique, aucune gestion de changement. Okay? C'est juste regardez-le différemment. Aucune contrainte technique, aucune gestion de changement. Imaginez qu'on est en mesure de prendre toutes les données de votre entreprise. Les données de votre entreprise, c'est financière, c'est opérationnel et c'est des clients. Imaginez qu'on est capable de les traiter puis de découvrir toutes les combinaisons gagnantes. Donc, par exemple, pour des startups, bien, c'est peut-être plus, on essaie de simuler nos combinaisons gagnantes. Pour des entreprises qui ont 1, 2, 3 années, c'est de comprendre qu'est-ce qui était le plus rentable. C'est quoi les combinaisons qui me donnaient le plus d'efficacité? Qu'est-ce qui protégeait mes marges? C'est quoi la séquence d'étapes? C'est quoi les combinaisons sur lesquelles je peux construire? Imaginons maintenant qu'on prend vos objectifs d'affaires et qu'on prend ces combinaisons puis qu'on crée des séquences d'étapes super simples. Des séquences d'étapes qu'on est capable de reproduire, des séquences d'étapes que tout le monde peut comprendre. Quand je dis tout le monde, c'est tous vos employés. La personne qui fait du ménage jusqu'à la personne qui close des deals en passant par l'ingénieur puis le designer. Et maintenant, imaginez que ces séquences super simples, vous êtes capable de les exposer à vos employés et qu'eux, maintenant, comprennent c'est quoi le besoin de l'entreprise, c'est quoi la séquence d'étapes pour aller générer des ventes. En gros, la somme des séquences, c'est votre capacité de croissance. Puis en gros, moi, la grande découverte que j'ai eue, c'est quand j'ai découvert que si je donnais toute l'information de façon simple, en petites bouchées, à tous mes employés, ils étaient capables, eux, de participer à la croissance de mon entreprise. Donc, vos employés, c'est votre plus grande richesse. On le sait tous, on est un marché de plein emploi. J'ajouterais, c'est votre plus grande richesse à condition qu'ils contribuent à votre réussite commerciale. Le défi maintenant, c'est de leur permettre de contribuer. On entend souvent parler que l'intelligence artificielle, les technologies vont remplacer des emplois. Moi, je pense plutôt que les technologies et l'intelligence artificielle vont remplacer les emplois qui sont répétitifs et qui nécessitent de la persévérance pour être bons. On le sait tous, une machine sera toujours plus persévérante qu'un humain. À l'inverse, un humain sera toujours plus créatif qu'une machine. L'art, maintenant, c'est lui donner les moyens d'être créatif, lui donner la direction et lui dire comment est-ce qu'on peut cumuler des efforts simples pour arriver à notre but. Ce que je vous propose, c'est que je vais vous donner, juste pour décrire, là, c'est un beau concept, je vais vous donner 3 exemples de la façon que j'ai appliqué cette formule-là pour vraiment créer de la croissance et créer des ventes dans mes entreprises. Donc, la première, ça c'est vraiment probablement le aha moment que j'ai eu, c'est quand j'ai découvert que la contribution de tous nos employés peuvent permettre la croissance, c'est par la simplicité. Fut un temps, j'en ai parlé tantôt, on générait beaucoup de revenus des États-Unis. Il y avait un des secteurs, New York, qui était très, très chaud pour nous. Et nos clients, c'était dans les Big Five, donc les grosses compagnies de médias. Et moi, étant un commercial très persuasif, j'avais appris la persévérance, j'avais appris qu'il fallait être là puis taper le marché. J'avais développé une tactique où je me bookais à tous les 10 jours, 3 jours à New York. J'avais aucun rendez-vous. Je les bookais, je m'étais mis 10 semaines en ligne. Puis je m'étais dit, à force d'y aller, ça va me foutre la pression. Je vais être obligé de trouver ça coûte une fortune le faire. Donc, je vais y aller, je vais me mettre la pression, je vais trouver des rendez-vous, puis je vais générer la business. La réalité, c'est que ça marchait super bien.
Pendant 1 an, 2 ans, on a fait des super beaux revenus. New York allait super bien. La seule chose, c'est que si on me posait la question « Comment ça va, Raphaël? » je te répondais « Je suis épuisé. » Ça tournait, ça tournait, ça tournait. Pendant les 3 jours que j'étais sur le terrain, je laissais ma compagnie rouler. Je ne pouvais pas être présent avec mes équipes. Puis quand je revenais, tu avais toute la machine. Je revenais vite pour faire des propositions. J'ai promis telle chose. Puis là, il fallait sortir les propositions vite. Il fallait revenir parce que la semaine prochaine, j'y retournais. Fait qu'il fallait que je fasse faire le pitch. Donc, il y a vraiment une espèce de cadence infernale. Il y a un moment donné où j'ai craqué puis je me suis dit, je n'en peux plus. Il faut que je trouve une autre solution. Fait que j'ai pris toutes les propositions. Puis ça, c'est vraiment la version light. Puis si vous voulez en parler demain, vous n'avez pas besoin d'intelligence artificielle puis de technologie. Là. Il y a des petits trucs juste très, très bêtes, juste des techniques de calcul qu'on peut utiliser pour extraire un petit peu de valeur. C'est un peu ce que j'ai fait. J'ai pris toutes les propositions, j'ai pris tous les calendriers, les événements dans mes calendriers. Puis je me suis fait une espèce de map. Puis je me suis dit, Raphaël, tu es intelligent, tu as l'expérience, tu es l'entrepreneur. Tu vas trouver une façon d'optimiser ça. Ça n'a pas de sens. Tu ne pourras pas suivre cette cadence-là. Mais le résultat, je n'ai rien trouvé. Et je dirais même, j'étais désespéré. Fait que dans le désespoir, je suis allé voir mon meilleur designer, je suis allé voir mon meilleur développeur, je suis allé voir mon meilleur gestionnaire de projet. J'ai pris tous les papiers, les calculs, les fichiers Excel que j'ai faits, j'ai juste mis ça sur une table, puis je vous ai dit, regarde, mon défi, c'est simple, je suis plus capable de continuer. J'ai plus 22 ans, je commence à avoir 30 ans, l'âge se fait un petit peu sentir, j'ai plus la même énergie. Il faut trouver une solution, mais je ne la trouve pas. Aidez-moi. Puis je suis parti. Parce que j'avais d'autres choses à faire, j'avais des petits feux à régler. Alors, le moment « aha », c'est le lendemain, quand mon designer il vient me dire, il dit « Raphaël, chaque fois que tu signes un contrat, c'est à peu près 10 jours après qu'on a fait une séance de brainstorm pour, on appelle ça des moments magiques. Là, on essaie de, pas de contraintes, on crée des idées pour nos clients, on essaie de rêver un peu. C'est simple, c'est 10 jours après. Il y a une corrélation. On fait ça au bureau, 10 jours après, n'importe quoi que tu es à New York, il y a quelque chose qui lève. Ah, intéressant. Après ça, le développeur, il me disait, et en plus, souvent, quand on signe plus vite, c'est parce que même en interne, dans la séance de brainstorm, il y avait des développeurs qui validaient juste si c'était vraiment réel, puis contribuaient à rendre un peu le rêve semi-réel, donc réalisable. OK, intéressant. Ils nous ont dit, on a besoin d'une semaine. Laisse-nous, on a une idée, on ne veut pas t'en parler. Parfait, on roule. Je vous épargne plein d'essais-erreurs, mais la résultante, c'était, j'avais mon designer qui faisait des brainstorms avec les développeurs. Il me créait un package que j'envoyais à tous mes clients pour les faire rêver. On passait 1 heure au téléphone à en discuter. Puis les clients, au lieu de moi y aller, puis le booker toutes les semaines avec 3 jours, les clients me disaient, viens à tel jour, puis on va en discuter, voici ce que je veux. J'ai arrêté de faire des 3 jours à New York, puis je faisais des fly-in, fly-out. J'avais littéralement, à tous les mois, c'était littéralement divisé par 4 l'effort. Je faisais juste des fly-in, fly-out, puis c'était mes équipes de designers et mes développeurs qui géraient tout. Eux faisaient leur package, ils faisaient leurs rêves, les développeurs faisaient les estimés, c'était le gestionnaire de projet qui s'assurait que ça rentrait dans le pipeline, puis on calait les choses pour que tout marche. Moi, je faisais rien, je me présentais, je souriais, je signais. Ça, c'était mon premier moment où j'ai fait « Wow! Si on prend toutes nos données, on les met quand même, je ne dis pas qu'on prend toutes nos données, on ne prend pas les états financiers puis on leur donne à tous nos employés, là. On peut se garder une petite gêne aussi ou un petit... mais je parle des données opérationnelles. Que les employés comprennent qu'est-ce qui drive les ventes. C'est quoi les moments? C'est plus un acte, c'est des moments. Qu'est-ce que la collaboration que chacun peut avoir? Pour moi, c'est vraiment là que j'ai fait, OK, on peut voir les ventes autrement. Je vais vous donner un autre exemple qui est beaucoup plus présent, qui est un de mes clients existants. Comment est-ce que la contribution de tous nos employés peuvent augmenter la prévisibilité des ventes? Donc, j'ai un client que je suis obligé de garder de façon anonyme parce qu'on n'a pas encore tous les résultats, mais je vous donne un petit insight. Firme d'ingénierie, personne brillante. C'est des génies. Ils sont une dizaine d'employés. Et ils viennent me voir, puis c'est littéralement ça. Ils disent « Raphaël, j'ai besoin d'aide sur la prévisibilité de mes ventes. » Mais je dis « Très bien, donne-moi tes données. » Même histoire, on prend les données, on passe la moulinette, on essaie de trouver des combinaisons, on réfléchit. Mais je pose toujours la question aux entrepreneurs, baguette magique, c'est quoi ton sweet spot? Qu'est-ce que toi, tu aimerais avoir comme vente qui vraiment te donnait de la croissance? L'entrepreneur me dit, c'est super simple. Moi, j'ai un type de deal, ça vaut autour de 50 000. On fait 35-40 % de marge. J'ai la capacité pour en faire 4 par mois.
si on avait une façon de faire que ces 4-là rentrent à tous les mois, là, je ferais de l'argent, je serais heureux, la croissance serait prévisible, puis c'est vraiment simple. OK, très bien. On analyse tous leurs chiffres, puis on voit très bien qu'effectivement, ces deals à 50 000 ou cette combinaison de 4 deals à 50 000 crée vraiment une croissance, ces marges sont là, c'est assez prédictible, mais les cycles de vente sont longs. Aller chercher 50 000 chez quelqu'un, ça peut prendre des mois. C'est pas juste, on ne met pas ça sur une carte de crédit. Puis tout d'un coup, dans les données, par contre, on voit qu'ils remontent, il y a des petits deals à 2 000. Des petits deals à 2 000, il fait 80 % de marge. Je lui pose la question, c'est quoi ça? Il dit, ouais, mais ça, c'est des petits deals, c'est super facile à faire, mais le défi, c'est que faire des propositions commerciales, pour ça, c'est laborieux. Fait qu'on ne peut pas vraiment faire de volume parce que, faudrait faire, pour avoir le même revenu que l'autre, il faudrait faire 100 propositions par mois. On est 10. C'est juste impossible. Donc, ce n'est pas quelque chose sur lequel on peut faire une croissance. Moi, je lui dis, faisons un test. Prenons toutes ces données-là, on va prendre tous tes employés, puis on les enferme dans une pièce pendant 4 heures. Puis on va juste voir qu'est-ce que ça va faire. Après 4 heures, non seulement tous les employés avaient trouvé exactement la combinaison pour l'optimiser, mais il y avait un des ingénieurs qui était capable de faire un logiciel de calcul pour trouver le prix exact pour le vendre. Ça s'est même simplifié, ils se sont rendus compte qu'ils faisaient tellement de marge qu'ils ont juste dit, tu sais quoi, c'est 2000 tout le temps. La proposition commerciale, c'est un template, puis on va juste automatiser de A à Z les étapes, puis comme ça, on est capable d'aller chercher du volume. Aujourd'hui, il a complètement changé son modèle d'affaires. Au lieu de dépendre de 4 clients par mois, il y a 100 clients, donc son risque est super spread. Il y a beaucoup de volume sur son site web vu son expertise, donc c'est très, très facile pour lui d'atteindre les 100%, les 100 deals. Et après ça, prévisibilité. Tout ce qu'il a besoin de faire, c'est dire, OK, est-ce que je suis capable de créer l'attirance sur mon site web? J'ai déjà toute la chaîne de commandes, puis c'est juste une question de capacité. Est-ce que je peux gérer ma croissance puis être prévisible dans mes ventes? C'est encore une fois où c'est incroyable. Si on prend toutes les données et on les donne à nos employés, puis on leur donne la capacité, la direction pour prendre des décisions, ils trouvent des solutions incroyables. Mon dernier exemple, c'est sur la profitabilité. J'ai un autre client qui est un manufacturier de pièces. Pièces très, très, très techniques. Ils font un gros chiffre d'affaires, au-dessus de 20 millions. Et ils découvrent que pour un certain type de pièces, leur profitabilité est en train de chuter. Mais qu'évidemment, ils ont des CRM, ils ont tout ce qu'il faut. Donc, dans les CRM, ils voient, c'est très simple, la profitabilité chute parce que le cycle de closing, au moment de la signature, ça a doublé. Au lieu de prendre 1 mois et demi, on est rendu à 3 mois. Puis même, il y a une relance de négo qui est apparue dans le décor. Puis là, les ventes, ils se sont posés des questions. Y a-t-il un compétiteur qui nous rentre dans les pattes? Nos prix sont-ils trop élevés? Ils font plein de tests, ils essayent plein de choses, ils font des surveys avec leurs clients. Ils ne trouvent rien. Fait qu'on se retrouve au même problème. On a un problème commercial. Comment on le règle? Puis on voit les données. Même approche. On mouline toutes les données. On regarde toutes les combinaisons. Puis ce qu'on dit, c'est qu'on va prendre un employé de chaque département qui touche aux clients. Donc, on part de la comptabilité, de la finance, support à la clientèle, vente, aux opérations, la livraison, puis on prend même le petit gars du backstore qui reçoit les pièces à la fin ou les pièces défectueuses. On les met dans une pièce, on leur met les datas. Il y avait des super beaux dashboards. On leur met le data, puis on leur dit, regardez, passez 4 heures, voyez juste si vous voyez quelque chose, puis si besoin, si on trouve des idées, on va continuer. Bien, au bout de 4 heures, ils n'ont rien trouvé. Au bout de 8 heures, le petit gars du backstore, il lève la main, il est un petit peu gêné, puis il dit, moi, ça fait 6 mois que je suis là. Puis là, je commence à regarder vos échéanciers. Puis quand je suis rentré, vous m'avez formé sur un programme à être au-devant du client. En gros, c'est très simple. Dans une grande chaîne d'approvisionnement, c'est important que ta pièce arrive chez le client au bon moment. Sinon, c'est pas juste toi qui es en retard, c'est une espèce de chaîne de montage avec des coûts faramineux. Donc, il y avait un programme pour s'assurer que leur pièce arrivait à temps, voire un petit peu en avance, comme ça, c'est jamais eux qui allaient être blâmés. Il dit, vous m'avez formé là-dessus. Puis je regarde la ligne où on a commencé à avoir d'autres négociations qui sont apparues. Puis, en fait, moi, j'ai commencé à recevoir des pièces. Puis là, hein? Puis en creusant, ils se rendent compte que la raison de la double négociation, c'est qu'en fait, ils envoyaient leurs pièces en avance. Souvent, le client n'était pas capable de s'en occuper, donc il les laissait dehors.
soit il était sale, rouillé, peu importe. Il revenait, donc il refusait de signer parce qu'il dit non, la pièce, on ne peut pas l'utiliser, ça revenait. Il la sandblastait, la nettoyait, peu importe, et l'envoyait. Puis entre-temps, procurement faisait parfait moment, on va repasser notre round, on va essayer de faire baisser nos prix un petit peu, puis après ça, on va signer. Fait que c'est un autre exemple d'un problème commercial qui est réglé par quelque chose de complètement off. La morale de l'histoire, c'est, je pense, Elon Musk, c'est une de mes quotes préférées, la résume. Chaque personne de votre entreprise est un vecteur. Votre progrès est déterminé par la somme de tous les vecteurs. Ça veut tout dire. Aujourd'hui, on est à l'ère, selon moi, surtout dans la transformation numérique, on n'est plus à l'ère où on doit dépendre de la persévérance, des compétences spécifiques de gens. On est à l'ère où on doit dépendre de la créativité puis de la capacité à tout le monde à contribuer. Fait que c'est un peu comment croître sans effort. Ce n'est pas des techniques de vente. C'est vraiment dire, on va utiliser les données, on va utiliser la technologie pour nous aider à trouver les meilleures combinaisons, puis on va faire confiance à notre intelligence collective, puis elle va être capable de trouver des solutions. Votre rôle comme entrepreneur maintenant, c'est de vous assurer que vous orientez la direction de chacun de vos entreprises, chacun de vos employés, dans la direction que vous voulez prendre pour croître. Donc, si vous avez une chose à retenir de tout ce que je viens de dire, c'est que vous avez probablement en main déjà tout ce que vous avez besoin pour vendre. Oui, vous allez avoir besoin d'autres employés. Oui, il y a des gens qui vont avoir des caractères plus commerciaux. Oui, ça prend quelqu'un pour aller signer le contrat. Mais il faut juste défaire l'idée que ça nous prend un vendeur. Ça prend quelqu'un spécialiste dans les ventes. Peut-être que c'est le designer la meilleure personne pour aller faire signer le contrat. Parce que lui, il fait rêver le client. Puis il est déjà en train d'upseller la prochaine chose. Un de mes designers, quand je parlais de qu'on était à New York, lui il me disait même, il dit « Raphaël, c'est drôle, j'ai même pas l'impression de vendre. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est faire passer un bon moment au client, puis on suit nos étapes, puis ça signe tout seul. » Mais c'est un petit peu ça. Donc, osez regarder vos ventes autrement, utilisez votre équipe, utilisez votre donnée, mais surtout, donnez-la, ouvrez-la à vos employés. Des fois, on a tendance, comme entrepreneur, on garde tout un petit peu caché. Si vous l'ouvrez, vous allez voir, vos employés vont tout régler ça, ils vont trouver ça plus simple. Ils vont vous donner des nouvelles idées de comment être plus prévisible. Puis la profitabilité, si tout le monde sait dans quelle direction tirer et que les données indiquent ce qui est plus profitable, vous allez garantir avoir de la croissance. Oups. Et c'est tout. Merci, Raphaël. Merci, Raphaël. C'est bon? Merci, Raphaël. On va passer à la période de questions. Est-ce qu'on a des questions pour Raphaël? Vous avez beaucoup parlé des employés. Je ne sais pas si je suis la seule dans cette situation-là. Moi, je suis encore un one-woman shop. J'aime l'idée de repenser autrement. Est-ce qu'il y a des questions qu'on doit se poser quand on est seul versus avoir d'autres personnes avec qui brainstormer? En fait, il y a deux réponses. Un, il y a des choses que vous pouvez faire aujourd'hui pour vous préparer. Vous allez avoir des employés. Donc, c'est juste de rentrer dans le mindset de dire, je vais préparer mes données. Je vais préparer à avoir quelque chose. Puis, j'irai même à une espèce de petite séquence d'étapes. Réfléchissez aux séquences d'étapes. Comme ça, votre premier employé, dans sa première journée, c'est ce que vous allez lui montrer. Voici la séquence des étapes pour arriver à rendre un client heureux, lui, qui signe une vente, peu importe. Donc, que ça fasse partie de votre ADN. Deuxièmement, vous avez sûrement fait partie de clubs, de regroupements. On peut faire le même effort, la même chose. On prend nos données, on est préparé, on prend des amis, on met des bières, puis on dit, regarde, j'ai un problème, aidez-moi. Si on a les séquences d'étapes, c'est très dur de dire, je ne suis pas capable de vendre, aide-moi, c'est presque impossible. Si par contre, on le décortique en moments, en petites étapes simples, au début, on commence comme ça, comme ça, comme ça, peut-être même l'exposer déjà un petit peu en avance, c'est à peu près certain qu'il va y avoir des pistes de solutions. Puis vu qu'on a les données, peut-être que les pistes de solutions, ça ne sera pas précis, ou ça ne donnera pas la réponse exacte, mais au moins, tu essayes. Tu vas essayer, tu vas avoir d'autres données, tu vas réessayer. Puis là, je ne vais pas dire que c'est statistiquement prouvé, je travaille encore un petit peu là-dessus, mais règle générale, si tu appliques la formule pendant 6 mois,
c'est à peu près certain, ce que moi je constate, c'est à peu près certain qu'au bout du fil, il y a de la croissance. Fait que utiliser ses amis, utiliser ses groupes, venir ici, ça peut être des bons outils. C'est certain que les employés, si on se prépare, mais vous allez avoir vraiment des forces pour vous aider à croître. Ça répond à la question? D'autres questions? Pour croire que c'est clair. Mais moi, je suis une personne qui est considérée comme une machine dans la vente. Puis, c'est sûr que ça dépend tout le temps du produit qu'on a. Hein? Alors, quand tu crois à ton produit, mais tu vas tout trouver la caractéristique, puis tu vas créer le besoin chez l'autre. Alors, c'est sûr que il y a différentes étapes de vente suppression, etc., puis tout. Mais sauf que moi, je peux dire que tout être humain a un côté vendeur. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. La vente, à la base, pour moi, c'est simple. Une vente, c'est une relation humaine. Il y a un humain qui vit une émotion, souvent négative. Il s'agit de comprendre c'est quoi l'émotion, comprendre comment notre produit, notre service peut alléger cette émotion-là. Puis à partir de là, normalement, il y a une vente, si on fait bien les choses. Je suis tout à fait d'accord. En fait, tous les employés l'ont. Le but, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour utiliser cette force-là. Puis ça essaie de dépendre sur une ou deux personnes, qu'on met toute la pression dessus pour essayer de créer de la croissance. Une question à l'arrière. Merci pour votre présentation. C'est vraiment bien parce que je me rejoins dans ce que vous dites. C'est vraiment le côté humain et l'ouverture d'esprit. Parce que moi aussi, je suis en démarrage d'entreprise et tout. Je suis vraiment entrepreneur. J'avais pas la vente. Je n'ai pas la vente. Je sais comment vendre, mais je préfère servir que vendre. J'étais même tombée dans le bénévolat. Donc, faire plaisir aux gens, les faire goûter ce que je fais, cuisiner pour eux. Mais là, maintenant, il faut vraiment que je commence à penser profitabilité. Mais votre approche, vraiment, c'est humain. C'est vraiment, il faut vraiment avoir l'ouverture d'esprit. Et puis, mes futurs employés vont être mes collaborateurs. C'est comme ça que je le vois. Tout à fait d'accord. Merci beaucoup. Très bonne présentation. Oui. Je vais vous poser une question plus sur votre côté de vente. Ouais. Selon vous, est-ce que les cold calls au téléphone, c'est mort? Ou ça quelque chose qui peut fonctionner encore? Parce que souvent, nous, on fait des services aux pharmaciens, pour les propriétaires de pharmacie. Puis avec toutes les nouvelles lois qu'ils ont, ils n'ont pas le temps de nous rencontrer quand je me présente en pharmacie directement. Donc là, tu vas les rencontrer, puis là, c'est viens me voir dans 2 semaines. Là, tu vas retourner le voir dans 2 semaines. Ah, j'ai pas le temps, ou partir en vacances, ou il y a tout le temps quelque chose qui fait qu'il n'y a pas le temps de te rencontrer. Est-ce que, selon vous, le email ou le call au téléphone est plus approprié? C'est une bonne question. Je vais répondre oui et non. Je crois que le cold call, si un vendeur appelle, ça ne fonctionne plus. C'est quand la dernière fois que vous avez acheté quelque chose parce que quelqu'un était persévérant puis vous appelait. Si quelqu'un, un spécialiste qui comprend et qui maîtrise ce que tu vis, puis qui t'appelle de façon très intelligente puis très ciblée, oui. C'est ça, l'art, je dirais, dans le service professionnel surtout, mais dans tout, c'est dès le premier contact, il faut pouvoir créer de la valeur. Si tu crées de la valeur à ton interlocuteur, il va continuer à t'écouter. Le problème, c'est un vendeur persévérant ne crée pas de valeur, il persévère. Il cherche l'acte de vente. Au lieu de réfléchir à un moment de vente où durant ce moment, je vais essayer de te créer de la valeur. Donc, ça marche pour les emails aussi, c'est virtuel, mais D'autres questions? C'est bon. Merci beaucoup, Raphaël.